Donc ce soir, on accueille Monsieur Chalet, qui est chercheur à l'Institut des neurosciences cellulaires et intégratives, donc à Strasbourg. Et donc il va nous parler de la neurobiologie des rythmes. Donc merci d'être venu et merci à tous d'être venus. Bonne conférence. Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je vais vous parler d'horloge circadienne ce soir. Donc les médias sont en anglais, pour s'il y a des anglophones, mais je vais parler en français. Donc au cours de cette conférence, ça va plutôt être une présentation qu'une conférence, donc n'hésitez surtout pas, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous, de m'interrompre et de me poser des questions. Ça peut être peut-être plus animé, plus sympathique si on a des échanges au cours de cette présentation, mais si vous avez des questions, vous les gardez pour la fin, c'est pas grave non plus. Donc tout d'abord quelques définitions, histoire qu'on définisse un petit peu de quoi on va parler. Donc on va parler de rythme. Qu'est-ce que c'est qu'un rythme? C'est une variation oscillante avec une période constante. Il y a plusieurs catégories de rythmes en fonction de la période. Par exemple des rythmes ultradiens qui ont une période bien plus courte que 24 heures, par exemple le rythme cardiaque ou l'électroencéphalogramme. Des rythmes circadiens avec une période proche de 24 heures, c'est ce dont on va parler essentiellement aujourd'hui, le cycle veille-sommeil par exemple, ou le rythme de température corporelle. Puis il y a des rythmes plus longs, qu'on appelle des rythmes infradiens, comme par exemple les rythmes saisonniers. Certaines espèces ne se reproduisent que l'été par exemple, donc c'est un rythme typiquement saisonnier, ou migrent seulement à certaines saisons, ou encore présentent des mues. D'accord ? Donc nous, on va s'intéresser plus spécialement au rythme proche de 24 heures. Alors en guise d'introduction, je vais vous faire un petit peu un historique de l'étude de ces rythmes, qu'on appelle la chronobiologie. Et puis après, on rentrera un petit peu plus dans les mécanismes. Alors tout d'abord, ces rythmes, qu'on peut percevoir simplement en voyant qu'il y a une alternance de lumière et d'obscurité, ont été décrits pour la première fois par Androstène, 300 ans avant Jésus-Christ. Et la première expérience qui a démontré le caractère endogène de ce rythme, c'est une notion qui est très importante sur laquelle je reviendrai de nombreuses reprises. C'est un Français, un astronome, qui s'appelle Jean-Jacques Demérand, qui a observé cette plante, et il a vu que cette plante avait des feuilles dépliées la journée et des feuilles repliées la nuit. Et il s'est demandé, tiens, est-ce que c'est simplement parce qu'il y a du soleil le jour que les feuilles se déplient et la nuit, donc l'absence de soleil, que les feuilles se replient? Donc il a eu une idée très simple et très, très originale. Il a gardé cette plante à l'obscurité constante. Donc, je vous montre son enregistrement. Donc, il a mesuré après l'ouverture des feuilles. Vous voyez ici, donc, ouverte le jour et la nuit, ça diminue. Et puis, il a gardé pendant 4 jours d'affilée cette plante à l'obscurité. Et qu'est-ce qu'il a vu? Que ce rythme d'ouverture était maintenu. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien qu'il y a un système biologique interne à l'intérieur des feuilles qui commande l'ouverture de ces feuilles et qui commande la fermeture des feuilles la nuit quand il n'y a pas de lumière. D'accord ? Donc ça, c'était déjà à la fin du XVIIIe siècle. Après, en fait, on ne s'est plus vraiment intéressé à ces rythmes, notamment en physiologie. Pourquoi? Eh bien, notamment parce que, notamment avec la définition du milieu intérieur de Claude Bernard, et puis surtout la constance du milieu intérieur, du physiologiste américain Walter Cannon, qui appelait ça l'homéostasie, il a considéré que les paramètres physiologiques ne varient pas au cours de 24 heures pour maintenir ce qu'il appelle l'homéostasie, c'est-à-dire la constance du milieu intérieur. Par exemple, si on regarde la température, eh bien, on voit que notre température est d'environ 37 degrés. Donc ça, c'est très schématique, au cours des 24 heures, aussi bien pendant le jour que pendant la nuit. Donc pendant le jour, on est éveillé, pendant la nuit, on dort. L'une des raisons pour lesquelles ils considéraient que c'était constant, c'était aussi une question de mesure, de précision de la mesure. Donc pour eux, c'était à peu près 37 degrés, plus si on avait de la fièvre, par exemple, ou moins si on était en hypothermie, mais à peu près 37 degrés. On s'est rendu compte, en fait, qu'il y a une variation journalière de cette température, avec un joli cycle, mais simplement, il faut des appareils suffisamment précis pour mesurer ces variations. Et en fait, il y a effectivement une variation journalière. C'est vrai pour la température corporelle, mais c'est vrai pour quasiment tous les paramètres physiologiques qu'on étudie. Par exemple, les hormones, enfin bon, je reviendrai là-dessus à différentes reprises. Donc en fait, le problème de ce concept d'homéostasie, il est un petit peu bloqué pendant de nombreuses décennies l'étude des rythmes.
Donc maintenant, on sait que quand on a une variable physiologique, il y a à la fois une composante homéostatique et sur laquelle se surajoute une rythmicité circadienne. Donc, par exemple, si on regarde dans le sang, si on quantifie des hormones, comme par exemple la mélatonine, eh bien on voit qu'il y a des grosses variations de concentration de mélatonine. Pendant la période de veille, il y a des valeurs faibles, et la nuit, quand on dort, il y a des valeurs très élevées de mélatonine. Rythme de température, j'en ai parlé, avec des valeurs basses pendant qu'on dort et des valeurs élevées pendant la période d'activité. Ou encore un autre exemple d'hormone qui présente une forte variation journalière, le cortisol, c'est l'hormone du stress, mais même sans stress, on a un pic le matin qui en fait anticipe la période de veille, qui va préparer l'organisme à la période d'activité qui va venir donc juste après l'éveil. Donc on a aussi on a cette rythmicité interne et on a cette rythmicité externe, le cycle lumière-obscurité, et on va voir un petit peu quelles sont les relations entre ces paramètres environnementaux et ces paramètres physiologiques. Alors si on reprend l'expérience de Demérans sur la plante, sur le mimosa, on peut faire exactement la même chose en fait, mais avec des rongeurs, pour voir le caractère endogène de la rythmicité. Et classiquement, quand on étudie les rythmes biologiques chez les rongeurs, qu'est-ce qu'on fait? Le premier paramètre qu'on étudie très facilement, c'est tout simplement les tours de roue. On place un animal dans une cage individuelle avec une roue, et on compte les tours de roue. En fait, les rongeurs adorent courir la roue, en particulier les hamsters, comme celui-ci. Le hamster est une espèce nocturne, donc quand on le place dans une cage équipée d'une roue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir dans sa roue pendant la période nocturne. Et puis le jour, il va dormir, il ne va pas du tout s'activer. Donc là, vous avez ici ce qu'on appelle un actogramme, c'est-à-dire la représentation graphique du cycle du rythme activité-repos en lumière-obscurité, donc pas d'activité pendant le jour et une activité essentiellement d'ailleurs en début de nuit. Que se passe-t-il maintenant si on transfère cet animal en obscurité constante? D'accord, donc en fait c'est un rongeur nocturne, donc l'obscurité constante ça ne dérange pas du tout, il voit très bien dans le noir. Et que voit-on? Que cette rythmicité, elle est maintenue, exactement comme ce qu'on avait vu avec la plante, avec la sensitive, le mimosa, mais ce qu'on voit, c'est que chaque jour, l'animal se réveille un petit peu plus tard que la veille. Au lieu d'avoir une ligne parfaitement verticale, ici, exactement à l'extinction des lumières, l'animal s'activait. On voit ici qu'en obscurité constante, la périodicité est maintenue, mais avec une période un petit peu plus longue que 24 heures. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y a une horloge dans le corps qui contrôle le cycle de veille-sommeil et qui a une période supérieure à 24 heures. C'est ce qu'on appelle un rythme circadien parce qu'on démontre ici qu'il est endogène. Alors qu'ici, on ne peut pas dire vraiment qu'il est circadien, on n'a pas encore l'information, donc on parle dans ce cas-là d'un rythme journalier parce que l'animal est en présence d'un cycle de lumière et d'obscurité et donc on ne peut pas vraiment affirmer que c'est un rythme endogène. Par contre, ici, en obscurité constante, on a un rythme endogène. On peut faire exactement la même expérience, mais cette fois-ci en lumière constante, on aura également une rythmicité endogène. Et donc, vous voyez ici qu'on retrouve un cycle de veille-repos, d'activité-repos, et par définition, la période de repos correspond à ce qu'on appelle un jour subjectif, et la période d'activité chez ce rongeur nocturne à la nuit subjective, puisque c'est un rongeur nocturne, donc il est actif pendant la nuit, ici, et au repos pendant le jour. On appelle ça subjectif parce qu'il n'y a plus vraiment de jour ici, de période d'éclairement, alternance de lumière et d'obscurité. C'est ce qu'on appelle le free run ou le libre cours en français. S'il vous plaît. Oui. Et qu'est-ce qui se passe si on change la durée du jour où on maintient la lumière ou l'obscurité au-delà de 20 jours, c'est-à-dire un mois, 2 mois plus que 20 jours? Est-ce que cette rythmicité est encore là ou ça... Oui, ça ne s'arrête jamais. C'est auto-entretenu parce qu'on a une horloge dans le cerveau, je vais en parler un petit peu plus en détail, qui génère des signaux temporels et qui donc chaque jour dicte à l'animal quand il se lève et quand il se couche. Donc ça diminue, mais ça s'efface, ça s'annule jamais. Ça diminue pas. Là, la période, en fait, elle est pas de 24 heures exactement, elle est peut-être de 24h30. C'est-à-dire que chaque jour, il va se lever une demi-heure plus tard que la veille. De jour en jour, il va se décaler comme ça. Et ça ne finit pas. Tant qu'on garde l'obscurité constante. Et si vous diminuez disons, vous augmentez le temps du jour, est-ce qu'il va s'aligner encore
correctement par rapport à la lumière. Oui, alors ça, c'est 1 ou 2 heures. diminuer ou rallonger le temps du jour. C'est exactement ce qui se passe en fonction des saisons. En hiver, il y a des nuits longues, des jours courts. En été, il y a des nuits courtes, des jours longs. Eh bien, effectivement, l'horloge de l'animal va se décaler, va se remettre à l'heure, et en restant toujours en phase avec le début de l'obscurité chez les rongeurs nocturnes. Alors, que se passe-t-il chez l'homme? Donc là, je vous ai présenté la première expérience qui a été effectuée. C'est un Français, un docteur, Michel Siffre, qui était passionné de spéléologie. Il a passé 2 mois dans un gouffre, dans les Alpes, et il a mesuré, donc il n'avait pas de repère extérieur, il ne savait pas quelle était l'heure astronomique, il s'est affranchi de tout repère astronomique, et il a noté sur un cahier l'heure à laquelle il se levait, et ce qui a permis de dessiner cette courbe ici. Donc c'est exactement, quasiment ce qu'on a vu avec le hamster, c'est-à-dire que chaque jour il se réveillait un petit peu plus tard que la veille, parce que, donc, chez l'homme, on a une période endogène aussi qui est d'environ 24 heures, 30, enfin ça dépend un petit peu des individus, mais en tout cas supérieur à 24 heures. C'est pour ça que chaque jour il se réveille un petit peu plus tard que la veille. Donc, bien sûr, c'était une première expérience, c'était dans des conditions qui n'étaient pas contrôlées de laboratoire, et ça a été démontré depuis dans de nombreuses expériences, dans des sortes de chambres d'isolement où il n'y a pas de repère externe, ni de lumière-obscurité, ni de montre, ni rien du tout, pas d'accès à l'extérieur, aux informations extérieures, et dans tous les cas, dans la majorité des cas, la période est proche de celle-ci. Il faut quand même savoir que même pour les hamsters, et de la même façon chez les humains, la période endogène exacte dépend d'un individu à l'autre. C'est-à-dire que si on nous mettait tous dans des chambres isolées, on aurait chacun une période propre, c'est-à-dire proche de 24 heures toujours, mais 24h30 en moyenne, mais certains individus ont 25 heures, d'autres 26 heures, et d'autres même un petit peu moins que 24 heures. Et on sait aussi qu'il y a des gens qui aiment bien se lever tôt, d'autres qui aiment bien se lever tard, et c'est souvent lié aussi à cette période endogène, c'est ce qu'on appelle des chronotypes. Les gens qui se lèvent tôt le matin, très tôt le matin, ce sont des gens qui ont une période endogène qui est plus courte. Au contraire, les lève-tard, ce sont des gens qui ont une période endogène plus longue. Alors sinon, on peut aussi, donc on peut étudier les rythmes dans des laboratoires, bien sûr, mais on peut aussi étudier les rythmes dans la vie de tous les jours, notamment, c'est pas vraiment le rythme veille-sommeil, mais disons le rythme activité-repos, avec une sorte de montre qui s'appelle un actimètre ou un actigraphe, qui permet de détecter l'activité locomotrice, les mouvements de sujets ou de patients dans certaines pathologies. C'est intéressant de pouvoir estimer la rythmicité. Vous voyez ici, par exemple, à peu près ce que ça peut donner, avec donc les jours successifs de haut en bas. Alors juste un exemple, chez les aveugles, donc ça dépend, il y a plusieurs types de cécité, mais chez des aveugles qui ne perçoivent plus la lumière, qui notamment n'ont plus de globe oculaire, eh bien que se passe-t-il? Ils présentent ce libre cours, comme ce que je vous ai montré pour Michel Siffre dans la grotte. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ne perçoivent plus la lumière, et on verra que c'est la lumière qui est perçue par les rétines qui recale notre horloge. Donc vous pouvez concevoir que pour des personnes aveugles qui ne sont pas synchronisées, donc qui présentent un libre cours, qui vivent donc selon leur propre rythme endogène, mais qui n'est pas de 24 heures, c'est très difficile d'avoir notamment une activité professionnelle normale, puisqu'ils vont, au fil des semaines, se décaler. Il y aura des périodes où, effectivement, leur période d'activité correspondra à la période d'éclairement, donc la période d'activité normale des salariés, mais parfois, ça va tomber également pendant leur période de sommeil. Donc là, ils devront complètement lutter contre leur horloge endogène. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un rythme circadien? Juste l'étymologie, circa, ça veut dire à peu près, ça vient du latin, et dies, un jour, donc à peu près un jour. Donc, ce sont des variations journalières d'environ 24 heures. Ce ne sont pas des réponses passives à l'environnement, mais ce sont des rythmes qui sont générés par des horloges internes. Voilà, donc ça c'était un petit peu mon introduction. Maintenant, je vais parler un petit peu plus des mécanismes de ces horloges. Après, je parlerai un petit peu de pathologie. Et puis, si on a le temps, je parlerai un petit peu de thérapie. Alors, depuis environ les années 70, on sait que l'horloge est située dans le cerveau,
à la base du cerveau. On a ici une coupe sagittale chez un rongeur, on a ici la rétine, le nerf optique, et il y a une petite structure à la base de l'hypothalamus qui s'appelle les noyaux suprachiasmatiques, qui sont le site de l'horloge, et en fait de l'horloge principale. Comment le sait-on? Eh bien parce que chez le rongeur, si on détruit cette petite structure, que voit-on? Par exemple chez le rat est un animal nocturne, donc actif la nuit. Si on détruit cette structure, eh bien il devient totalement arythmique, c'est-à-dire qu'il perd toute rythmicité. C'est vrai pour le cycle veille-sommeil, mais c'est vrai aussi pour les hormones. D'accord? Donc il perd toute rythmicité. Par contre, si après cette lésion, qui l'a rendu arythmique, si ce rat reçoit un greffon de noyau suprachiasmatique fœtal, peu importe la localisation, mais éventuellement dans l'hypothalamus, eh bien que voit-on? On restaure la rythmicité. On restaure le cycle veille-sommeil. Donc ça a été vraiment une démonstration très importante pour dire que l'horloge suprachiasmatique contrôle le cycle veille-sommeil, et on verra qu'elle fait encore d'autres choses. Donc chez l'humain, on a également cette même structure à la base de l'hypothalamus. C'est donc une structure très, très profonde. Cette structure noyau suprachiasmatique, donc vous voyez ici, comme chez les rongeurs, est connectée à la rétine via le nerf optique. Et donc on va voir que la lumière, c'est perçue par la rétine, c'est elle qui remet à l'heure cette horloge principale. Alors, comment ça marche? Qu'est-ce que c'est en fait qu'une horloge? Alors, une horloge, en fait, c'est un mécanisme intracellulaire qui est basé qui implique des acteurs moléculaires qu'on appelle des gènes d'horloge, clock genes. Et que font ces gènes d'horloge? Eh bien, ils s'autorégulent entre eux et génèrent des signaux temporels. Je vais vous donner un petit peu l'explication. Donc, on a au centre de ces régulations, de ces boucles d'autorégulation, on a un facteur de transcription formé d'un dimère, clock et bémalin, qui va activer la transcription d'autres gènes, les gènes période, pair en abrégé, et cryptochrome, cri en abrégé, et d'autres récepteurs nucléaires, d'autres facteurs de transcription comme ROR et reverb. Et que font pair et cry? Une fois qu'ils sont synthétisés et traduits en protéines, ils vont former des dimères, ils vont rentrer, donc être exprimés dans le cytoplasme, ils vont ensuite être transloqués dans le noyau où ils vont inhiber la transcription induite par clock et bémal. Donc ça, c'est un phénomène de rétroaction, ce qui est assez classique en physiologie, mais là, l'originalité, c'est l'échelle de temps. Ça prend à peu près 24 ans. Il y a d'autres facteurs de transcription qui modulent eux-mêmes la transcription de clock et bémalin, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Sachez surtout qu'en même temps que ces gènes d'horloge s'autorégulent entre eux, en même temps, ils contrôlent la transcription rythmique d'autres gènes, qu'on appelle des gènes de sortie ou des gènes contrôlés par l'horloge. Et que vont faire ces gènes contrôlés par l'horloge? Eh bien, ils vont donner des signaux temporels. Donc après, selon les cellules concernées, ça va être soit des signaux intracellulaires, soit éventuellement des signaux extracellulaires, avec par exemple dans le cerveau, dans le noyau suprachiasmatique, la vasopressine, qui est un gène traduit de manière rythmique, et ensuite qui est libéré de manière rythmique dans le liquide céphalorachidien, ce qui va générer des signaux rythmiques. Donc ces gènes d'horloge, en fait, ils ont été identifiés dans les années 2000, donc c'est relativement récent. Et bien sûr, ils ont été identifiés dans l'horloge, dans les noyaux suprachiasmatiques. Mais la grande découverte, ce qui a complètement révolutionné le domaine, c'est que ces gènes d'horloge, en fait, sont exprimés dans quasiment toutes les cellules de l'organisme. Ce qui fait que le système circadien, ce n'est pas une seule horloge comme on croyait initialement, mais une multitude d'horloges, y compris dans le cerveau, mais également dans les tissus périphériques, dans le muscle, même dans la peau, dans le cœur, dans le foie, enfin, vous voyez, voilà. C'est totalement exhaustif. Donc, ça a complètement changé, effectivement, notre vision du système circadien, puisqu'au départ, on savait bien sûr qu'il y avait des rythmes, j'en ai déjà parlé, les rythmes de température corporelle, les rythmes de synthèse de mélatonine, etc. On pensait que c'était l'horloge suprachiasmatique qui contrôlait tout ça. C'est vrai, mais ça se fait de manière indirecte, puisqu'en fait, les noyaux suprachiasmatiques sont une sorte de chef d'orchestre qui contrôle en fait d'autres horloges dites secondaires. Donc l'horloge suprachiasmatique, c'est l'horloge principale, mais c'est surtout un chef d'orchestre de nombreuses horloges.
Alors, comment ça se passe pour que l'horloge principale donne le tempo, en quelque sorte, avec donc le chef d'orchestre avec sa baguette, aux autres horloges? Il y a plusieurs, donc ce qu'on appelle le couplage circadien. Il y a plusieurs voies qui sont empruntées. Tout d'abord, les noyaux suprachiasmatiques sont connectés par voie nerveuse à toutes ces horloges périphériques via un réseau de fibres qu'on appelle le système nerveux autonome. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais en tout cas, il y a déjà un câblage qui est fait et donc qu'utilise l'horloge suprachiasmatique pour contrôler la phase des horloges périphériques. Et ensuite, il y a des signaux hormonaux. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a plusieurs rythmes hormonaux, en particulier 2 rythmes dont j'ai déjà parlé. Le rythme de synthèse de mélatonine par la glande pinéale. La mélatonine est synthétisée exclusivement pendant la nuit. Autrement dit, quand il y a de la mélatonine circulante, ça va indiquer à toutes les structures périphériques qui vont recevoir ce signal que c'est la nuit. Et il y a une autre hormone qui donne aussi des signaux temporels, ce sont les glucocorticoïdes, donc une hormone sécrétée cette fois-ci par les glandes surrénales. Et là encore, toutes les structures périphériques qui expriment les récepteurs à ces glucocorticoïdes vont recevoir des signaux temporels par cette rythmicité hormonale. D'accord? Donc en fait, vous voyez que ce couplage, il est assez complexe entre l'horloge principale et les horloges périphériques. Et il est un petit peu redondant pour être sûr, sans doute, que les signaux arrivent donc, au tissu périphérique. Donc ce système, en fait, il fonctionne de manière totalement autonome, de manière auto-entretenue, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on est isolé sans facteurs environnementaux, il y aura toujours le couplage entre l'horloge principale et les horloges périphériques. L'intérêt d'avoir un système circadien, c'est d'être en phase avec l'environnement, d'accord, avec les variations de l'environnement. Et on a vu que l'alternance de lumière et d'obscurité, c'est un signal, c'est une variation qui survient tous les jours, donc qui est un bon repère temporel. Et on va voir que la lumière remet à l'heure l'horloge. Donc comment ça marche? Je vais vous le indiquer dans un instant. Mais on voit qu'ici que la lumière agit surtout sur l'horloge principale, d'accord? Il y a un autre facteur environnemental qui est très important, c'est l'heure des repas. On va voir que l'heure des repas est aussi un puissant synchroniseur de toutes ces horloges périphériques. Alors, quelques mots sur la façon dont la lumière remet à l'heure l'horloge principale. Tout d'abord, il faut savoir que la lumière est perçue exclusivement dans le corps par la rétine, par les photorécepteurs. Donc vous connaissez très certainement les photorécepteurs classiques, cônes et bâtonnets, qui sont impliqués dans la vision. Et vous allez voir dans quelques secondes que la rétine ne sert pas seulement qu'à voir, elle sert aussi à percevoir l'intensité lumineuse. Et là, ça implique un autre photorécepteur qu'on appelle la mélanopsine, qui a été découvert relativement récemment, là encore au début des années 2000, dans certaines cellules ganglionnaires. Donc, ça fait une sorte de réseau au fond sur la couche des cellules ganglionnaires, et ces cellules sont spécialisées dans la détection de l'intensité lumineuse. Et par chance, ces cellules ganglionnaires à mélanopsine envoient des projections directes sur l'horloge principale. D'accord? Donc, quand la lumière est perçue par la rétine, ça va envoyer des signaux, en particulier par un relargage de glutamate, qui va indiquer à l'horloge suprachiasmatique qu'il y a de la lumière. Et cette lumière va remettre à l'heure l'horloge tous les jours, exactement comme on remet à l'heure notre horloge quand elle se décale, puisque je vous rappelle que l'horloge suprachiasmatique, elle a une période plus longue, enfin différente de 24 heures, plus longue chez l'homme et chez le rat, et plus courte chez la souris. Et la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ajuste exactement à 24 heures cette horloge. Alors, un exemple de cette remise à l'heure par la lumière, c'est quand vous prenez l'avion, vous traversez plusieurs fuseaux horaires. Par exemple, ici, j'ai choisi un décalage. Bon, bien sûr, c'est une expérience sur la souris, mais on peut mimer un décalage de phase d'un vol transméridien de New York à Paris. Ça fait une avance de phase de 6 heures. Et que se passe-t-il si on avance le cycle lumière-obscurité de 6 heures? Eh bien, quand on regarde l'activité spontanée de l'animal, on voit qu'il lui faut plusieurs jours pour être en phase avec le nouveau cycle. Vous voyez, ici, c'était l'ancienne heure, donc la souris s'activait bien au début de la période nocturne. Là, on fait le décalage, et il faut environ ici à peu près 6-7 jours pour que l'animal
débute son activité à la bonne heure. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'il a fallu 6 jours à peu près pour que notre horloge suprachiasmatique soit remise à l'heure par la lumière. Inversement, quand on retarde de 6 heures le cycle d'une activité, il faut également un certain nombre de jours pour être remis à l'heure. Donc on voit ici très bien que cette synchronisation implique des horloges, que ce n'est pas simplement un décalage immédiat, ça implique une oscillation, et donc il faut plusieurs jours pour remettre à l'heure l'horloge. Physiologiquement, qu'est-ce qui explique qu'il y ait besoin de plusieurs jours? Parce que du coup, soit si on voit juste, la lumière entraîne une libération d'hormones, de messages. Qu'est-ce qui explique qu'il y ait quand même un décalage, que ça se fasse pas immédiatement? Mais parce que c'est une horloge. Il faut le temps que toutes ces boucles qui sont interconnectées soient recalées. Et ce n'est pas juste une réponse de type stimulus-réponse, si vous voulez. Vous voyez, il y a une inertie. Les phénomènes oscillants ont toujours une inertie. Si vous avez un pendule, si vous voulez décaler l'oscillation du pendule, ça ne peut pas être fait en un coup. Il faut des cycles transitoires. Alors là, c'est une diapositive un petit peu compliquée qui fait appel à un concept assez particulier et spécifique de la chronobiologie, mais je crois que c'est quand même important que je vous en parle. Parce que d'habitude, en physiologie, quand on a une réponse à un stimulus, eh bien, si on augmente, par exemple, l'intensité du stimulus, on a ce qu'on appelle une dose-réponse. Également, en physiologie, d'habitude, le même stimulus, si par exemple on injecte de l'insuline, ça va faire baisser la glycémie, que ce soit le matin, le midi ou le soir. Là, la lumière, en fait, elle n'a pas le même effet selon l'heure à laquelle elle est perçue. Je m'explique. On a ici, pour le démontrer, on a ici une souris qui est maintenue en obscurité constante, donc elle présente un libre cours. Chez la souris, la période endogène, elle est inférieure à 24 heures, c'est pour ça que l'animal se réveille un petit peu plus tôt chaque jour. Si on l'expose à de la lumière pendant sa période de repos, il ne se passe rien. La souris, l'horloge endogène continue de marcher comme si de rien n'était. En revanche, si la souris reçoit de la lumière en début de période d'activité, le lendemain, elle se réveille plus tard. D'accord ? Il y a un retard de phase. Et au contraire, troisième possibilité, si cette même souris reçoit de la lumière en fin de période d'activité, le lendemain, elle se réveille plus tôt que la veille, il y a une avance de phase. D'accord ? Donc, c'est dû à quoi ceci? Donc on voit ici que selon l'heure à laquelle on reçoit la lumière, soit il n'y a pas d'effet, soit on a des retards de phase, soit on a des avances de phase. Eh bien, on a vu que les horloges, ce sont des boucles moléculaires, mais selon l'heure à laquelle on se trouve, on n'est pas dans la même... les rouages moléculaires ne sont pas dans le même état, puisqu'on a des rythmicités de gènes, et ces rythmicités surviennent sur 24 heures. Certains gènes piquent de jour, d'autres présentent un pic de nuit, etc. Donc, selon l'état de l'horloge, elle ne va pas répondre de la même façon au même stimulus. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle une courbe de réponse de phase, donc un effet qui dépend de l'heure à laquelle le stimulus est perçu. Donc, cette remise à l'heure par la lumière, elle implique certains gènes d'horloge dont on a déjà parlé, notamment le gène PER1, qui présente 7 rythmicités dans l'horloge principale, c'est-à-dire avec un maximum d'expression pendant le jour et un minimum pendant la nuit. On voit ici une représentation sur des coupes de cerveau, et là, c'est les niveaux d'ARN messager exprimés, très fort en milieu de jour, ici, et puis faible en début ou en fin de nuit. Que se passe-t-il maintenant si l'animal est exprimé à de la lumière? Pendant le jour, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, pendant la nuit, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a une augmentation de la transcription. Donc, il y a une augmentation de la transcription au moment où les niveaux endogènes sont bas. Et donc, c'est cette augmentation de la transcription qui va décaler l'horloge. Retard de phase si l'augmentation de PER1 et PER2 survient en début de nuit, et avance de phase si ça survient en fin de nuit. Alors maintenant, quelques mots sur la prise alimentaire. Je vous ai dit que l'heure des repas était un puissant synchroniseur. Donc, juste pour vous rappeler, vous savez que la prise alimentaire, c'est un comportement qui est basé sur des facteurs qui vont stimuler la prise alimentaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail des neurotransmetteurs impliqués, sauf si ça vous interpelle spécialement. Il y a d'autres facteurs qui vont inhiber la prise alimentaire. Une fois qu'on aura mangé, on va être
dans un état de satiété. Et puis, il y a aussi une régulation circadienne. On ne mange pas au hasard au cours des 24 heures. L'homme est une espèce diurne, donc on mange pendant la journée, et la nuit, on dort. Donc, autrement dit, la journée, c'est la période de veille, de prise alimentaire, période pendant laquelle on va restaurer nos réserves adipeuses ou de glycogène, notamment. Et la période de nuit, période de repos, ce sera une période de jeûne et de mobilisation des réserves, lipolyse et glycogénolyse. Chez les rongeurs nocturnes, c'est la même chose, mais un petit peu en inversé, puisqu'ils sont nocturnes, donc actifs la nuit. Ils vont surtout manger pendant la nuit et restaurer leurs réserves pendant la nuit. Au contraire, pendant le jour, ils vont dormir. J'ai mis plus ou moins parce que, bon, les rongeurs ont un métabolisme beaucoup plus élevé que l'homme. Et en fait, l'homme est quasiment la seule espèce qui a une période de sommeil qui dure de 6 à 8 heures, qui est un sommeil qu'on appelle monophasique. Au contraire, les rongeurs, eux, ont des petits réveils nocturnes, entre guillemets, pour restaurer un petit peu la réserve. On va voir que l'heure des repas a des effets sur les horloges périphériques. Comment on a fait ça? Donc là, je vous ai présenté la première expérience qui date également de 2000, qui a démontré ça. Donc, dans cette expérience, les souris étaient nourries soit exclusivement pendant la nuit, soit exclusivement pendant le jour. Donc pendant la nuit, c'est la période habituelle de prise alimentaire. Et les auteurs ont étudié l'oscillation d'un de ces gènes d'horloge, ici PR1, comme marqueur de phase de l'horloge, donc comme des aiguilles, si vous voulez, de l'horloge, soit dans les noyaux suprachiasmatiques, soit dans le foie. On voit que lorsque ces souris sont nourries pendant la nuit, elles présentent un maximum d'expression vers midi, dans l'horloge principale, et en début de nuit, dans le foie. Que se passe-t-il maintenant? Si on force les souris, espèces nocturnes, à manger pendant le jour, eh bien, dans l'horloge principale, il ne se passe pas grand-chose. Au contraire, dans le foie, on a un décalage complet de l'oscillation. On voit ici que c'est vraiment l'heure des repas qui dicte la phase de l'oscillation de terrain, puisqu'on a également ici cette même relation de phase, mais bien sûr à 12 heures d'écart. Ça veut dire quoi? Tout d'abord que l'horloge principale n'est pas franchement sensible à l'heure des repas, et dans ce cas-là, les souris étaient maintenues dans un cycle de lumière d'obscurité, donc l'horloge principale reste synchronisée par la lumière. Au contraire, le foie, lui, est très sensible à l'heure des repas, et il y a en quelque sorte, dans ces conditions, un découplage entre l'horloge principale qui reste synchronisée par la lumière et l'horloge du foie qui est synchronisée par l'heure des repas. Bien entendu, en temps normal, les noyaux suprachiasmatiques contrôlent tout ça et imposent normalement à manger pendant la période habituelle d'activité. Autrement dit, les souris sont des animaux nocturnes, donc elles sont censées manger pendant la nuit. Là, c'est une condition expérimentale particulière qui fait forcer les animaux, donc ces rongeurs nocturnes, à manger pendant le jour. Et on voit que si cela survient, cela va décaler l'horloge dans le foie, et c'est vrai aussi pour beaucoup d'autres tissus périphériques. J'ai cité le tissu adipeux, le cœur ou encore le rein ou le pancréas. En ce qui concerne les mécanismes moléculaires, contrairement aux effets de la lumière qui sont très bien caractérisés, donc comme je l'ai dit avec une augmentation de la transcription de PER1 et de PER2, pour ce qui est de la remise à l'heure des tissus périphériques par la prise alimentaire, c'est un petit peu moins connu, c'est un petit peu moins bien identifié pour différentes raisons, notamment expérimentales, mais on voit quand même que les gènes PER2 pourraient également être impliqués dans la remise à l'heure de ces horloges périphériques. Et il y a d'autres facteurs, notamment des polymérases qui seraient activés par la prise alimentaire, ou encore des enzymes comme l'AMPK qui augmentent avec le jeûne et qui pourraient également intervenir. Alors ici, c'est une diapositive qui résume un petit peu ce qu'on connaît des interactions entre les horloges circadiennes et le métabolisme. C'est des interactions assez complexes. Mais ce qui est important, c'est de noter ici, donc on a les boucles moléculaires, donc ces horloges moléculaires qui sont présentes dans quasiment toutes les cellules. Et depuis plusieurs années, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des liens très étroits avec le métabolisme intracellulaire, en particulier avec l'état-redox des cellules, avec des enzymes comme SIRT1 ou AMPK, qui modulent ces boucles moléculaires, et en retour, ces boucles moléculaires modulent l'activité rythmique, le fonctionnement rythmique de ces composés qui sont impliqués dans le métabolisme intracellulaire.
Autre interaction avec le métabolisme, ça concerne des facteurs de transcription comme les PEPAR, qui sont activés par les acides gras, et qui sont également impliqués dans le métabolisme intracellulaire, et qui vont moduler, par exemple, la transcription de certains gènes de l'horloge, comme B-malin. Et en retour, B-malin et clock vont moduler l'activité rythmique de ces facteurs de transcription. Autrement dit, dans toutes les cellules, il y a des interactions, des interconnexions étroites entre les oscillations moléculaires et le métabolisme. Vous allez voir que ça a des conséquences très importantes, bien entendu, sur le plan métabolique. Alors, si on essaye de prendre un petit peu de recul et de voir un petit peu différents composants, donc on voit ici qu'on a l'horloge principale, dont j'ai déjà parlé, de nos supracasmatiques, remis à l'heure par la lumière, donc avec ici toutes ces boucles de rétroaction. Les noyaux supracasmatiques, on sait qu'ils contrôlent en particulier les comportements rythmiques, comme le cycle veille-sommeil, ici mentionné ici, ou encore les rythmes hormonaux. On a également dans le cerveau des horloges cérébrales qui sont plus impliquées dans la rythmicité de la prise alimentaire. Et puis on a tous les tissus périphériques impliqués dans le métabolisme, comme le foie dont j'ai déjà parlé, mais également le muscle, le pancréas, le tissu adipeux, qui vont contrôler la rythmicité du métabolisme, en particulier la rythmicité du métabolisme du glucose et du métabolisme des lipides. Et en retour, la prise alimentaire et ses signaux métaboliques vont rétroagir sur ces oscillations. Vous voyez, donc il y a des sortes de boucles, un petit peu de régulation entre le métabolisme et les oscillations circadiennes. Il y aura des conséquences pathologiques. Vous imaginez bien que si on dérègle ceci, ça va pouvoir avoir des effets sur le métabolisme, ou inversement, si le métabolisme est altéré, ça va éventuellement altérer les oscillations circadiennes. Ce qui conduit à la seconde partie de cet exposé, pathologie. Donc des désordres circadiens, on en connaît beaucoup. Par exemple, avec le vieillissement ou le stress chronique, dans les deux cas, il y a une diminution de l'amplitude des rythmes. Vous avez certainement remarqué, chez personnes âgées en particulier, que le cycle veille-sommeil est altéré, notamment les personnes âgées souffrent de troubles du sommeil nocturne, ils dorment moins bien la nuit et ils souffrent généralement de somnolence le jour, donc augmentation des périodes de sommeil pendant le jour. Ce qui fait globalement, en bilan, une baisse de la rythmicité circadienne. On connaît également de nombreuses altérations circadiennes associées aux pathologies, dépression, cancer, diabète, cécité dont j'ai déjà parlé. Et puis, il y a des facteurs socio-économiques. Le jet lag chronique, c'est-à-dire quand on prend l'avion trop souvent, ou encore le personnel aérien qui est obligé de subir ce jet lag chronique. Jet lag, ça veut dire en fait décalage horaire, dû au voyage transméridien. Et puis, il y a également des conditions socio-économiques comme le travail de nuit, ou encore pire, le travail posté, ou le travail en horaire tournant, ce qu'on appelle le shift work, où là, on va désynchroniser nos rythmes, puisqu'on va travailler pendant quelques jours en milieu de journée, pendant quelques jours en début de nuit, et pendant quelques jours en fin de nuit, ce qui va être assez délétère pour la rythmicité circadienne. Donc, en fait, on va regarder un petit peu dans les diapos qui suivent, en quoi c'est, en particulier, les facteurs socio-économiques peuvent même être pathogènes via les effets sur les rythmes circadiens. Avant ça, je vais parler un petit peu du vieillissement. Donc, juste une diapo pour illustrer ça. Donc, effectivement, avec l'âge, on a une baisse de la rythmicité circadienne du cycle veille-sommeil, je l'ai déjà dit. Mais vous voyez ici, par exemple, que la sécrétion de mélatonine, exclusivement nocturne, présente des fortes amplitudes chez les sujets jeunes, et puis avec l'âge, vous voyez que l'amplitude des oscillations s'estompe. Ça, c'est vrai chez les humains, c'est vrai également chez les singes. Vous voyez ici en rouge les jeunes adultes, et en noir des sujets plus âgés. Autre exemple, le cortisol, donc l'hormone du stress, dont j'ai déjà parlé également. Ici, chez l'humain, en rouge, vous voyez un pic très important avec des valeurs élevées le matin au réveil et qui baissent au fur et à mesure de la journée. Et chez les sujets âgés en noir, vous voyez ici que les niveaux ne baissent pas la nuit et les niveaux de jour sont plus diminués, ce qui fait globalement un aplatissement du rythme. Et ici, pareil à peu près chez le singe, avec en plus un décalage de phase. Et ceci est un exemple d'un rongeur diurne. Donc on s'intéresse beaucoup à cette espèce dans notre laboratoire à Strasbourg, parce qu'on considère que
les rongeurs, des espèces diurnes sont de meilleurs modèles pour étudier les rythmes que les rongeurs nocturnes. Et vous voyez ici que chez des rongeurs diurnes jeunes, ils ont une activité bien marquée, le jour est plus faible la nuit, alors qu'avec l'âge, ils perdent un petit peu leur alternance lumière-obscurité. Alors maintenant, qu'en est-il du métabolisme et des relations avec les rythmes circadiens? Donc en fait, on fait face un petit peu au problème de l'œuf et de la poule, et on va voir en fait que le métabolisme, en effet, agit sur les horloges circadiennes, et inversement, les horloges circadiennes agissent sur le métabolisme, notamment parce que, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a des étroites interactions entre les deux systèmes. Donc un exemple tout d'abord de problème métabolique. Ici, on a des rats qui sont des rats de Zucker, donc ces rats qui ont une mutation spontanée du récepteur à la leptine. La leptine, c'est une hormone synthétisée et libérée par le tissu adipeux qui va renseigner le cerveau sur l'état des réserves, qui va donc avoir un effet anorexigène. Lorsque ces récepteurs est muté, vous voyez ici qu'on a le rythme de prise alimentaire, tout d'abord en noir chez les animaux témoins, donc c'est une espèce nocturne, les rats mangent essentiellement pendant la nuit, et on voit que chez les rats de Zucker, eh bien, ils mangent, bien que ce soit une espèce nocturne, ils mangent énormément le matin, donc le début de la période de repos normale, et également beaucoup en fin de journée, fin de période de repos. Pardon. Autre exemple, chez des souris, cette fois-ci des souris tout à fait normales, les souris de type sauvage, standard, à qui qu'on expose en obscurité constante. On a ici la période endogène qui est très courte, typique de la souris. Et si on les nourrit avec un régime gras, eh bien on voit que ce régime gras, qu'est-ce qu'il fait? Il ralentit la période de l'horloge. Il ralentit la période du cycle du cycle veille-sommeil, pardon. Ça veut dire que l'horloge principale, elle est ralentie par ce régime gras. Ce qui démontre clairement que les facteurs métaboliques sont capables d'agir sur cette horloge. Donc, est-ce que des perturbations métaboliques peuvent agir sur les rythmes? La réponse est oui, avec ces modèles d'obésité et de diabète. Maintenant, dans l'autre sens, est-ce que des altérations circadiennes peuvent impacter sur le métabolisme? Il y a deux façons de faire. Tout d'abord, on peut altérer les oscillations moléculaires, ou on peut altérer l'environnement rythmique. Alors, tout d'abord, si on altère donc, ces gènes d'horloge en étudiant des mutations, ou encore lorsque les gènes sont invalidés, des knockouts pour ces gènes, eh bien, que voit-on? Par exemple, si B-malin, l'un de ces facteurs de transcription circadien, est invalidé spécifiquement dans le pancréas, ça provoque un diabète. Ou encore, si les souris sont porteuses d'une mutation, gène CLOCK, eh bien, elles présentent une augmentation de l'adiposité. À Strasbourg, on s'est plus particulièrement intéressé au gène réverb alpha, et on a phénotypé donc sur le plan métabolique ces souris qui n'expriment pas le gène réverb alpha. On voit ici que les souris mutantes en rouge ont un rythme de prise alimentaire qui est à peu près similaire à celui des contrôles. En revanche, si on regarde l'adiposité de ces animaux, en rouge ici, on voit ici que l'adiposité, ce qui est le rapport de la quantité de tissu adipeux sur la masse corporelle, on voit que même lorsqu'elles sont nourries avec des croquettes normales, ici en rouge, les souris mutantes par rapport en bleu, les souris wild type, eh bien, elles ont une augmentation de l'adiposité. Ensuite, si on soumet ces animaux à un régime gras, HFD pour High Five Diet, qu'est-ce qu'on voit? Que les souris wild type en bleu foncé deviennent plus adipeuses, mais en fait elles atteignent seulement le niveau d'adiposité des souris KO avec les croquettes normales, et les souris KO avec le régime High Five Diet présentent une très forte augmentation de l'adiposité. Donc, si on altère les rythmes circadiens en altérant les oscillations moléculaires, cela provoque des altérations du métabolisme. Maintenant, que se passe-t-il si on altère l'environnement rythmique? Alors, on peut soit modifier la lumière, puisque c'est le synchroniseur principal de l'horloge principale, ou encore modifier l'heure des repas, puisqu'on a vu que c'était le synchroniseur important des tissus périphériques. Tout d'abord, la lumière. Donc là, je vais juste vous présenter
La première étude épidémiologique qui a été menée à très grande échelle dans les pays scandinaves, donc une très large cohorte de sujets, presque 30 000. Donc là, dans cette première étude, les auteurs ont simplement regardé des facteurs de risque métabolique, donc l'indice de masse corporelle. Ils ont fait des tests de tolérance au glucose, les valeurs de glycémie à jeun, l'hypertension, cholestérol, etc. Et ils ont regardé simplement les deux populations, des travailleurs en horaires normaux et des travailleurs en horaires tournants. Ils ont séparé les hommes et les femmes. Donc là, il faut savoir qu'ils ne se sont pas du tout occupés, par exemple, de facteurs confondants ou encore de la durée en travail posté, d'accord? Donc c'était, si on avait fait, je ne me souviens plus de la valeur minimale, mais c'est relativement faible, si on avait fait un petit peu de travail posté par rapport à si on n'en avait pas fait du tout. Eh bien, que voit-on? Chez les femmes, le pourcentage, les femmes qui ont au moins un facteur de risque parmi cette liste qui sont en travail posté, et le pourcentage est plus important que celles qui sont en travail normal. De même, pour deux facteurs de risque, là, le pourcentage est plus important en shift work qu'en travail normal. Et pour les sujets qui ont trois facteurs de risque, systématiquement, ceux qui sont en travail posté en ont plus que ceux qui sont en travail normal. Chez l'homme, ça ne sort pas statistiquement pour un seul facteur de risque. En revanche, la proportion est également significativement plus importante pour deux facteurs de risque ou trois facteurs de risque. Donc ça, c'était la première étude, c'était une étude très pionnière à l'époque. Depuis, ça a été reproduit dans de nombreux pays. Bon, là, c'était dans les pays scandinaves, c'est pas du tout spécifique de la Scandinavie. C'est vrai aussi en France, en Italie, en Espagne, au Japon, en Amérique du Sud, enfin un petit peu partout. C'est absolument indépendant du pays. C'est vraiment un problème de travail posté. Alors, sur le plan expérimental, bien sûr, on peut essayer de comprendre les mécanismes de ces altérations. Et qu'est-ce qu'on fait chez les rongeurs? Eh bien, tout simplement, soit on les garde bien synchronisés en cycle lumière-obscurité régulier d'un jour sur l'autre, ou alors on les décale à peu près. Bon, il y a beaucoup de protocoles possibles, mais là, dans ce protocole, c'était 2 fois par semaine, on décale de 10 heures le cycle lumière-obscurité dans un sens, puis dans l'autre, dans un sens, puis dans l'autre. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'ils deviennent que l'organisation rythmique est totalement désorganisée. Et puis si on regarde ici tout simplement la prise de masse, les rats prennent spontanément avec l'âge du poids, mais ce qu'on voit ici, c'est qu'en noir, les animaux qui sont désynchronisés prennent du poids plus rapidement que ceux qui sont en cycle normal. On a pu également montrer chez ces animaux en cycle désynchronisé qu'ils avaient un problème de prédiabète, puisqu'ils synthétisent, ils libèrent moins d'insuline que les animaux en cycle normal, ce qui a conduit au concept de chronobésité. Ça veut dire une obésité, une altération métabolique qui est due à un problème purement circadien, purement de rythme. Sachant ici que la nourriture était tout à fait normale, ils avaient nourriture à volonté, ils ne mangeaient pas plus que les autres dans les deux groupes, pas plus les uns que les autres, mais on voit ici que le fait qu'ils soient désorganisés sur le plan de l'activité rythmique et de la prise alimentaire, cela provoque une prise de masse plus importante. Alors plus récemment, chez une espèce, donc l'espèce diurne dont j'ai parlé, donc, qui s'appelle le rat roussard en français, Arvigantis en latin, c'est une espèce qui vient d'Afrique, qu'on élève à Strasbourg. Et donc nous, on s'intéresse à cette espèce parce qu'elle est diurne, donc active le jour, comme l'espèce humaine. Donc on a fait exactement le même protocole, on a gardé des animaux en cycle fixe, lumière-obscurité, et on les a, dans un autre groupe, on les a décalés. Vous voyez ici qu'il y a plusieurs réponses comportementales, et globalement, les animaux sont assez désynchronisés. Et on a fait un test de tolérance au glucose, c'est-à-dire qu'on a regardé la vitesse à laquelle le glucose disparaît du sang après une injection de glucose. Et l'on voit que chez les animaux témoins en vert, il y a un retour rapide à la normale, donc une bonne tolérance au glucose, c'est-à-dire que la sécrétion d'insuline est tout à fait normale. Au contraire, chez les animaux désynchronisés en rouge, ici, on voit ici qu'ils ont une mauvaise tolérance au glucose, simplement après 3 mois de décalage. Donc, ce qui suggère que les animaux sont dans un état un petit peu prédiabétique.
Et donc juste, on a vu qu'ils étaient dans un état prédiabétique après un jet lag chronique. Donc on s'est dit que ça rappelait un petit peu le diabète lié avec l'âge. On a comparé ces animaux à effectivement des animaux plus âgés. On voit que les animaux plus âgés sont fortement diabétiques. Bien sûr, donc les animaux en jet lag sont pas autant diabétiques que les sujets âgés, mais ils sont dans un état un petit peu intermédiaire en termes de tolérance au glucose. Donc ça nous a conduit à l'idée que peut-être le jet lag chronique pouvait induire un problème une accélération du vieillissement cellulaire. Alors, pour essayer de tester cette hypothèse, qu'est-ce qu'on a fait? On a étudié la longueur des télomères. Vous savez que les télomères, ce sont des séquences d'ADN non codants qui protègent les chromosomes, qui sont situés à l'extrémité des chromosomes qui les protègent. Mais avec l'âge, ces télomères se raccourcissent et donc ils protègent moins bien les chromosomes, ce qui finit par entraîner des dommages de l'ADN. Et donc, cet raccourcissement des télomères avec l'âge est bien connu chez l'homme, mais c'est également vrai dans toutes les espèces animales étudiées. Donc, on a mesuré la longueur des télomères chez nos animaux. On a vu effectivement que chez les rongeurs âgés, il y avait une diminution de la longueur des télomères. Et de manière intéressante, après seulement 3 mois de jet lag chronique, on avait également une valeur intermédiaire, ce qui conforte notre hypothèse que peut-être le jet lag chronique favoriserait le vieillissement cellulaire. Donc on voit ici un petit peu la problématique. On a vu que la désynchronisation circadienne provoque des problèmes métaboliques. Ça accélère le vieillissement, qui est lui-même associé à des problèmes métaboliques et des problèmes de perturbations circadiennes. On voit un petit peu que tout est mêlé et qu'en gros, la désynchronisation circadienne est assez délétère sur le plan métabolique, mais éventuellement sur le plan du vieillissement cellulaire. On a vu que une bonne organisation temporelle est bonne pour la santé. Ici, il y a juste des horloges dans le cerveau, mais c'est exactement pareil si on prend l'ensemble du cerveau, comme je l'ai présenté, avec des horloges cérébrales et des horloges périphériques. On a vu qu'avec le vieillissement ou encore le stress chronique, il y a une baisse d'amplitude. C'est vrai également avec des maladies neurodégénératives, comme par exemple la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Huntington. Et puis, dans le cas du jet lag chronique, ou du shift work, on a une désynchronisation, c'est-à-dire que les horloges ne fonctionnent plus toutes à la même heure et sont donc désynchronisées entre elles, ce qui a des effets métaboliques délétères. Donc l'idée, c'est de trouver des traitements. Alors on peut imaginer, bien sûr, il y a plusieurs possibilités, ça dépend un petit peu de ce qu'on veut cibler, mais on peut cibler par exemple l'horloge principale en effectuant de la luminothérapie, pour recaler au mieux l'horloge principale, sachant que c'est le chef d'orchestre, elle va éventuellement améliorer la synchronisation interne. On peut essayer de développer également des drogues qu'on appelle chronobiotiques, qui vont décaler les horloges, en particulier l'horloge principale. Et puis on peut aussi agir sur des horloges périphériques, en agissant sur l'heure des repas, en faisant attention bien sûr au timing, très important, mais également à la qualité ou à la quantité. Et là encore, développer des drogues qui iraient remettre à l'heure ces horloges périphériques. Et puis on peut aussi s'intéresser à la chronopharmacologie, c'est-à-dire prendre en compte l'heure du jour pour améliorer l'efficacité des drogues et réduire les effets secondaires. C'est ce qui a déjà été fait notamment en cancérothérapie, où on a pu augmenter l'efficacité des anticancéreux en diminuant les effets secondaires, mais simplement en prenant en compte l'heure d'administration. Voilà, et je crois que je vais m'arrêter là. Donc je remercie mes collègues de Strasbourg, et puis le mot de la fin, c'est ça: si vous voulez rester en bonne santé et pour longtemps, prenez soin de votre rythmicité circadienne. Voilà, je vous remercie. Ça a pété en dépôt.